Hop, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire in situ. Alors, les gens qui sont en train de regarder cette section, c'est sûrement des gens qui regardent la rediffusion et je suis super content que vous soyez intéressés par le sujet et par les invités du jour. Si vous êtes déjà là dans le chat, n'hésitez pas à envoyer un message, à dire bonjour, etc. Aujourd'hui, on va parler des assistants qui nous aident à coder dans nos IE, dans nos IDE, même des outils qui codent à notre place complètement. On parle de vibe coding et de l'impact de l'IA sur le monde des développeurs, sur le travail des développeurs et des développeuses. On parlait de Copilot, de Cloud Code, de Windsurf, de ces choses-là. Est-ce qu'ils nous rendent vraiment plus productifs ou est-ce qu'ils nous font prendre la main? Comment est-ce qu'on fait pour les faire travailler correctement? Est-ce que ça va changer le monde ou est-ce qu'on peut passer cette hype et arriver et aller directement dans le futur? C'est les questions auxquelles vont répondre nos invités juste après. Là, tout de suite, je lance le générique pour que vous ayez le temps de dire bonjour directement dans le chat. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Et générique.
Et effectivement, Camille, les invités pourront témoigner juste après. Moi, j'ai effectivement hoché la tête sur le rythme pendant tout le webinaire, pendant tout le générique. Merci à tous et à toutes. Vous êtes assez nombreux. Vous êtes plus d'une trentaine dans le chat là déjà maintenant. Donc merci et beaucoup à être venus. Je rappelle rapidement le thème. Aujourd'hui, on parle de vibe coding, on parle de productivité réelle, de garde-fous, de comment moi, en tant que freelance, j'explique à mon client ou pas que que j'utilise l'IA pour produire plus, produire moins cher. Ces sujets-là qui sont complexes, honnêtement, et qui peuvent être répondus facilement. Alors, sur scène, je vais faire monter Jérôme, Pierre-Yves et Fanny. Bonjour, vous allez tous bien? On est cool. Salut tout le monde. Ça On va. est cool. Je vous présente en un mot. Fanny, toi, tu es développeuse Android freelance et tu utilises du coup ChatGPT à côté de ton idée, de ton côté, toi. C'est ça. Donc pas forcément devant. Est-ce que je t'ai bien Dedans, présenté? non. Ouais, tu m'as bien présenté. Je suis madame tout le monde du vibe coding, peut-être, on verra. Oh, elle est très modeste, elle est très modeste. Pierre-Yves, toi tu es CTO freelance, CTO as a service, tu as écrit. Toi tu accompagnes les startups qui créent des entreprises et en fait tu fais ça depuis avant l'avènement du vibe coding, tu faisais déjà du no-code avant. Est-ce que c'est une bonne introduction? Oui, c'est une bonne introduction, effectivement. Donc, moi, je suis spécialisé sur la partie pré-product market fit, donc aider les entrepreneurs à trouver leur marché en allant vite à l'essentiel, finalement. Et Jérôme, du coup, toi, tu es le premier invité que j'ai interrogé sur les webinaires In-Situ. Tu es un peu l'expert désigné sur les sujets IA chez In-Situ depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 30 ans de pratique, j'ai noté dans mes notes. Non, il y a eu un hiver d'intelligence artificielle, donc j'ai fait plein d'autres choses. Ouais, c'est ça, tu as fait d'autres choses entre-temps. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, le Lab IA, qui marche très très bien, avec plus de 10 000 abonnés. Alors que quand je t'ai rencontré, tu n'avais pas encore 10 000 abonnés, c'est ça? 14 000. 14 000, ouais, c'est très important. Voilà. Alors, c'est vrai que donc, pour le concept, les experts IA, c'est toujours un sujet un peu tendu. Jérôme, il n'aime pas être désigné comme un expert IA parce que c'est pas un expert, il n'a pas un PhD, etc. Mais c'est notre source de vérité pour aujourd'hui, notre personne qui apportera le fond scientifique. Est-ce que c'est cool? Ouais. Très bien. Ouais. Alors, pour le plan aujourd'hui, les 4 grandes sections. La première, c'est qu'est-ce que le vibe coding? On va essayer de se mettre d'accord sur une définition. Il y a plein de définitions différentes. Il y a plein de façons de vibe coder directement. Voilà, c'est ça. On aime bien le désigner de Jérôme. Il l'a mérité. La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est quoi les limites techniques? Parce que c'est vrai que quand on prend en main l'outil, on n'a pas tous la même expérience. C'est parce qu'il y a des limites techniques. Il faut bien comprendre les choses. Voilà, et comment on fait pour améliorer les performances? Comment on fait pour cadrer le sujet, avoir une bonne pratique assez rapidement pour avoir une bonne expérience? La troisième, c'est sur le Shadow IT. Alors, le Shadow IT pour les freelances, c'est est-ce que je le dis à mon client, j'utilise ou pas? Comment je fais dans les contextes où c'est interdit absolument? Comment j'arrive à en parler avec mon client pour que ce soit pour démontrer la valeur de l'outil ou pas? Et le dernier débat, ce sera la dernière conversation qu'on aura, c'est finalement quel impact ça va avoir sur les développeurs, les développeuses, les juniors, les seniors. Est-ce que c'est vrai que c'est la fin des développeurs? Oui ou non? On va partager sur ce sujet-là. Je crois que c'est le seul sujet où vous êtes un peu moins consensuel en tout cas. Mais de manière générale, vous avez tous des témoignages différents. Est-ce que c'est cool pour vous? Ils C'est sont, cool. ils sont On prêts est à cool, hein. commenter, ils sont prêts à débattre. Dans le chat, posez vos questions, partagez vos retours d'expérience. Dites-moi, vous pouvez commencer à nous dire si vous utilisez un outil en particulier. Dites-nous où vous en êtes sur le vibe coding. On va démarrer dans la minute juste après. Juste avant la promo In-Situ, vous êtes sur la chaîne de In-Situ, vous êtes sur la page LinkedIn de In-Situ. Pensez à vous abonner d'ailleurs si c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires. In-Situ, ils accompagnent depuis plus de 15 ans des freelances IT et pas que IT d'ailleurs pour trouver leur mission et s'épanouir dans le domaine. Ils ont toute une panoplie de services. Là au bureau maintenant, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de travailler avec les freelances In-Situ. In-Situ est présent en région, dans tout un tas de villes. Donc on cite Nantes régulièrement, on cite Valence, on cite Lyon. Mais ils sont partout avec le remote, hein. Vraiment, même à Paris, aujourd'hui, vous pouvez trouver des missions avec eux. Si vous n'êtes pas inscrit sur Wedesk, il faut contacter un des commerciaux. Wedesk, c'est leur plateforme interne pour trouver des missions. Si vous n'êtes pas inscrit avec eux sur Wedesk, il faut contacter un des commerciaux, un BizDev qui est dans le chat. Les BizDev ont tous dit bonjour pour qu'ils vous raccrochent. Rendez-vous sur insitu.com pour en savoir plus. C'est parti. Rien de tel qu'un peu de vibe coding, Florian, pour découvrir de nouvelles technologies. Ça, c'est un sujet. Hein. C'est vrai que quand on vibe code, on apprend des choses. Effectivement.
La question 1, qu'est-ce que c'est le vibe coding? C'est vrai que je me suis rendu compte en faisant c'était pas forcément un sujet en préparant le webinaire, mais je me suis rendu compte qu'on avait tous une appréhension du sujet qui était différente. Toi, Fanny, du coup, est-ce que tu as l'impression de vibe coder quand tu utilises ton assistant en plus de ton IDE? Non, même quand tu m'as contacté pour faire ce webinaire, je lui ai dit non, mais aide-moi sur la définition parce que moi j'utilise ChatGPT à côté et j'ai pas l'impression que ce que je fais s'appelle vibe coder. Tellement j'ai l'impression que c'est juste une petite aide, mais je vais pas jusqu'au bout à lui dire bah, prends la main de mon code, rajoute les choses dans le code, je fais tout à la main, copier-coller, etc. Donc pour moi, c'était pas vibe coder ce que je faisais. Toi, tu m'as dit mais si, viens, Fanny. Et voilà, je suis curieuse de savoir ce que les autres en pensent. Qui veut rebondir, Jérôme ou Pierre-Yves? Bah, pour moi, vas-y, Pierre. Vas-y, Jérôme. Non, en fait, pour moi, la notion même de vibe coding, puisque j'avais fait une vidéo sur ce sujet et ça avait provoqué beaucoup de réactions, le vibe coding, c'est plus un problème d'attention, d'usage que de technologie, selon moi. Ça veut dire que quand tu es sur Visual Studio et que tu as des propositions de code, quand tu fais une sous-brique de ton projet, est-ce que c'est vraiment du vibe coding ou est-ce que c'est juste de l'assistance? En gros, une extension de ce qu'on faisait avant quand on tapait dans Code Project ou sur différents sites pour chercher des blocs de code, tu vois. Pour moi, le vibe coding, c'est plutôt la démarche d'essayer de faire de la programmation sans compétences de développement. Voilà comment je le définirais, moi. C'est intéressant. Vas-y, Pierre-Yves, rebondis. Ouais, intéressant. Moi, je suis resté sur la définition qu'avait fait Andrei Karpathy, qui est un ex de Meta et d'OpenAI, qui avait dit en gros, voilà, c'est un état de flow en fait. C'est on développe finalement un produit en chattant finalement avec une IA, avec un LLM, et en fait, on s'en fout finalement de la qualité du code, on se fout de est-ce que derrière ça va être on va pouvoir déployer ça en prod, mais ça nous permet au moins d'aller jusqu'au bout de son idée et de tester, prototyper. Donc pour moi, c'est super utile pour par exemple un PM qui veut expliquer à ses équipes la feature sur laquelle il faudrait travailler, un entrepreneur qui a une idée en tête et qui veut très vite la matérialiser pour qu'on puisse la tester, la challenger. C'est plutôt ça pour moi la définition exacte. Alors si je peux apporter, alors je vais pousser ta slide et je vais rajouter des chiffres que je suis allé chercher pour un autre article. C'est dans les résultats de Google qui sont publiés annuellement en public. Sundar Pichai, le patron, il dit que 25 à 30% du nouveau code aujourd'hui il est généré par des LLM chez eux et il observe il mesure une augmentation de la productivité d'environ 10%. Et l'autre chiffre clé qui n'est pas sur mon webinaire, je le remets de tête, n'hésitez pas à aller vérifier mes chiffres, fact-checker Damien comme si c'était un chat GPT. C'est Y Combinator, hein, le célèbre incubateur qui produit des startups à la chaîne, qui explique que 25% des startups qui sortent sur la promo actuelle ont une base de code qui est générée par des LLM à plus de 95%. Donc, ça veut dire que c'est pas que 95% du code, mais c'est vrai qu'il y a des startups qui font ce choix radical là de tout générer avec des LLM. Est-ce qu'on peut réduire du coup la définition à le vibe coding, c'est quand on n'a pas vérifié le code qu'il a été écrit par une machine et pas par un humain et qu'il n'est pas relu par un humain? Bah, techniquement, ça peut être un bon compromis. Non, ça peut être un compromis entre tous les trois. Je pense que oui, ça c'est le minimum du vibe coding. À côté de ça, je te rappelle que Y Combinator, c'est quand même les inventeurs du fake it until you make it. Donc je me méfie un peu de leurs informations. Bah, c'est ça, hein, PY, hein, finalement, les prototypes qui sortent du Y Combinator, c'est des V1, c'est des MVP. Ils n'ont pas besoin. On peut être d'accord pour les jeter dans un an. Quand ils sont relevés des fonds, on sait pertinemment quand on se lance, quand on lance sa startup, que c'est pas sur sa première idée finalement qu'on va construire son business. Il va y avoir 1, 2, 3 pivots avant de trouver, je pense, le bon modèle. Et donc c'est vrai que dans cette phase-là, c'est hyper important de passer le moins de temps possible en fait sur la stack technique, les complexités d'architecture, etc. Et si on arrive à prototyper assez vite, faire son MVP assez rapidement, c'est du temps finalement de gagner pour la suite. Donc pendant cette phase-là, c'est effectivement super important d'aller vite à l'essentiel, et le vibe coding peut nous aider là-dessus. Inès en commentaire nous dit voilà comment développer un SaaS en 20 minutes.
Du coup, au-dessus de Fanny. Fanny, est-ce que c'est un peu l'idée aussi? Est-ce qu'il y a des features qu'on peut faire en vibe codant et d'autres qu'on a envie de faire en dur, tu vois, en solide? Est-ce que des features, on les fait plus en vibe codant que d'autres? C'est-à-dire Moi, que je si le client il demande un truc en plus, alors qu'il n'y a pas forcément le temps, pas forcément le budget, peut-être que ce truc-là, on va le vibe coder pour voir. Puis si ça devient vraiment une feature qui est utilisée en prod, on va la refactorer, quoi. justement, j'allais un peu, enfin, un peu Contresens. contredire entre guillemets Pierre-Yves, c'est que moi, je travaille avec beaucoup de startups et j'ai travaillé avec pas mal de startups. Le problème, c'est que quand effectivement, on fait un petit POC comme ça pour essayer de trouver sa cible, hein, et puis le produit qu'on veut, c'est que malheureusement, une fois qu'on l'a trouvé, on continue de construire dessus parce qu'on a des deadlines, qu'on a des limitations de budget, etc. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est démarrer des projets comme ça et puis oublier qu'on s'était dit que c'était pour jeter à la poubelle et puis continuer de construire dessus et avoir des trucs immondes à la fin. Je ne sais pas Ouais, si alors j'ai complètement non, attaqué mais ce point, mais... c'est intéressant et je pense qu'on peut débattre là-dessus. Moi, si on s'arrête sur la partie vibe coding, et le terme vibe coding, là on voit la slide que présente Damien, que je lui ai envoyé en amont, mais en fait, moi, c'est vraiment sur cette partie-là où, en gros, la slide que vous voyez, c'est sur une échelle finalement d'expertise. Le vibe coding s'adresse à la base à des gens qui ne maîtrisent pas le code et qui sont, je sais pas moi, des entrepreneurs, des project managers, product managers et qui veulent, on va dire, faire un prototype, un POC rapide. Si vraiment on veut ensuite aller plus loin sur la partie technique et on veut une maîtrise plus importante, on peut utiliser des outils de visual programming tels qui existent depuis pas mal de temps. Donc des Webflow, des Xano, des WeWeb, qui permettent vraiment de rajouter une couche d'abstraction au-dessus finalement du code. Et en fait, là où on tend, et en tant que, on va dire, expert du développement et du code pour aller encore plus vite, c'est vers les agentiques IDE ou les CLI maintenant qui nous permettent en fait dans notre quotidien de développement, faire appel à des agents qui vont nous aider à itérer sur notre fonctionnalité, à voir le problème sous un autre angle, à rajouter des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Voilà, c'est Avant plus de ça les... pour moi le... Je vais couper avant que Jérôme y rebondisse. D'accord, on va prendre la question du chat. Alors, je pense que c'est Vincent qui l'a posé. Un MVP codé à 95% par une IA aujourd'hui, c'est maintenable sur le long terme. Là, ici, si je comprends bien ton propos, PY, c'est de faire la différence entre un truc qui a été vraiment fortement vibe codé à la Lovable ou même si tu as utilisé un agent dans ton IDE, c'est-à-dire que personne n'a relu le code et tu n'aurais pas écrit ce code-là toi-même, par rapport à l'utilisation de Claude ou de Claude Code où tu fais du code qui a la qualité de code que tu attends d'un humain, quoi. Ouais, c'est ça exactement, avec on va dire des garde-fous où tu vas expliquer finalement à l'agent ce que tu souhaites faire, donc d'un point de vue, on va dire métier, business, quel stack technique tu veux utiliser, quelle version finalement d'outils tu veux utiliser, et donc tu mets en place tous les garde-fous pour t'aider dans ta tâche, mais de le faire de manière consciente et informée, quoi, pas laisser juste l'IA partir faire les choix techniques à ta place. Ça, pour moi, c'est plutôt le vibe coding de manière stricto sensu, quoi. Et là-dessus, le vibe coding, aujourd'hui, pour moi, on a pas mal de gens qui aujourd'hui me contactent moi en tant que CTO as a service ou contactent Oco, le collectif que j'ai créé, parce que justement, ils ont développé leur solution avec du Lovable et ils se retrouvent bloqués d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'ils ont à un moment donné atteint un plafond de verre et ils peuvent plus aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont, quel que soit finalement le prompt qu'ils vont mettre, il y a des bugs, il y a des problèmes de versionning, etc. Donc là-dessus, je pense qu'à un moment donné, il faudra des compétences techniques fortes pour aller plus loin, en fait, là-dessus, sur les projets vibe codés. Alors c'est bien, dans le chat, ils ouvrent plein de sujets. Jérôme, je vois que tu te retiens, merci beaucoup. Est-ce que tu veux réagir pour compléter la réponse? Non, juste pour rappeler, parce que tu avais cité le 10%, à la base, il était sorti d'une étude faite il y a 2 ans ou 1 an et demi par le MIT et Carnegie Mellon University, qui parlait de 10% de productivité. Alors, c'était sur les outils d'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est déjà Là, un le peu... 10% que je citais, c'est vraiment dans le dernier annual report de Google pour la...
ce que j'avais déjà comme indicateur il y a 1 an et demi, et il faut savoir une chose, c'est que c'était au détriment d'une dette technique plus importante. Et ça, c'est un des aspects qu'il faut prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves concernant l'effet de levier où on a l'impression de savoir faire et puis on se prend un plafond qui est lui, par contre, létal. Le problème de ça, c'est que par exemple, quand tu vois les relations qu'ont des start-upers avec les VC, avec tout ce qui est investisseurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives plus facilement à l'étape du seed et tu peux sauter l'étape pré-seed. Mais l'impact aussi, c'est que y a beaucoup plus de risques. C'est-à-dire que le vibe coding à ce niveau-là, moi, me pose problème aussi. Fanny, est-ce que tu veux compléter avant qu'on passe à la suite? Non, je suis d'accord sur ça aussi. Je l'ai expérimenté sur un projet dans une startup pour laquelle je bosse, où la personne de la com qui comprend un peu la tech, hein, il sait faire des lignes de commande, ce genre de choses, a développé une petite application d'administration avec Firebase Studio. Et comme il est bien câblé d'un point de vue tech, il a réussi quand même à aller assez loin. Puis en fait, pareil, il a été bloqué à un moment donné, c'est-à-dire que l'authentification qu'il mettait en place ne fonctionnait pas. Du coup, ses pages n'étaient pas sécurisées. Et là, j'ai dû intervenir en fait, parce que je pense qu'il a galéré pendant plusieurs jours. Ouais. Et l'IA lui disait d'installer des montagnes de choses sur GCP et il me demandait les droits parce qu'il n'avait pas l'accès. Heureusement, parce que je me disais, pourquoi tu as besoin de ça? Ça n'a pas de sens. C'est énorme pour ce que tu dois faire, etc. Et c'est arrivé plutôt vite, en fait, sur un truc. Au bout de 2-3 semaines, on a été bloqué, comme vous le dites, avec ce sort de plafond vert, quoi. Ça me permet avant que tu réagisses, puis je vais prendre la question. Il y a effectivement Nicolas posé la question dans le chat. Il nous disait parce que le vibe coding, ça ouvre pas des opportunités au regard de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que demain on aura besoin de plus de pentesters ou quoi et j'imagine que c'était la réponse que tu voulais apporter, puis ouais. Ouais, c'est ça, c'est le complément d'information que je voudrais apporter, parce qu'effectivement, on a repris 3 ou 4 projets Lovable pour donc des gens qui avaient contacté des agences, on va dire, traditionnelles en disant, voilà, j'ai vibe codé ma solution, est-ce que vous pouvez m'aider à aller plus loin? Et les agences traditionnelles ont dit clairement non, nous, si on repart de zéro. Et donc nous, on a essayé de voir ça peut-être un petit peu différemment en disant, bon, est-ce qu'on peut reprendre l'existant, mais refaire une repasse complète sur aujourd'hui la stack qui est proposée par Lovable ou d'autres types de plateformes, et puis faire un petit peu de ménage là-dessus sur... généralement, ils s'appuient sur Supabase, donc sur des règles RLS, etc. Enfin bref, de sécurité, on va dire, de manière globale. Et donc, on a vu, par exemple, des variables d'environnement en clair dans la codebase. Donc, on a vu des choses comme ça. Donc, en reprenant vraiment normalement des projets qui... les garde-fous, ça devrait être côté Lovable ou côté Bolt ou côté V0 qui en est. Et donc, on devrait passer normalement à côté ce genre d'aberration. Et en fait, nous, on reprenait ces projets, on devait passer faire un coup de ménage sur la codebase, quoi. Ouais, Inès dit il y a du pentest boosté à l'IA. C'est vrai que moi sur un de mes side projects, j'ai mis un guide de pentest en listant les features qu'il peut y avoir sur l'application et le référentiel au WASP. Et c'est vrai que mon agent, il va tout seul tester, essayer de péter mon application et vérifier qu'il n'y a pas de SQLI à droite à gauche. Et mon agent, quand il code les features, après, il sait qu'il va les tester lui-même. Du coup, il a tendance à être un peu plus safe, ou au moins, il va tout de suite dire « Attends, ça, dans le WASP, c'est pas cool ». Il y a un sujet sur la partie licence et propriété intellectuelle. Je vous propose de le garder en partie 3. Là, on est en train de parler des garde-fous et des limites. C'est la question 2. Je vais rebondir dessus. Et pour rebondir, je vous propose de prendre la question de Jean-Christophe, qui lui, il est senior développeur. Hein. Et c'est vrai que quand tu as l'habitude de travailler sur une grosse base de code depuis 2-3 ans, tu as l'impression que l'agent que tu es en train de lâcher sur ta base de code, c'est un peu un stagiaire qui n'a pas lu le code et qui pose des questions tout le temps ou qui fait n'importe quoi. C'est une sensation que vous validez aussi, vous avez pu avoir Fanny et Pierre-Yves? Alors, ouais, moi là-dessus, là on parle plus de vibe coding. Pour moi, on est vraiment dans la partie agentique IDE, donc je fais encore la distinction, excusez-moi, mais là je pense que effectivement sur une codebase existante, on a aujourd'hui différentes méthodes qui nous permettent d'indexer, de vectoriser la codebase. Donc par exemple, des IDE comme Cursor permettent d'aujourd'hui récupérer l'intégralité d'une codebase, convertir tout ça en vecteur pour ensuite pouvoir plus facilement se repérer à l'intérieur de la codebase. Cloud Code, par exemple, sur des grosses codebases,
est très bon dans aller identifier les bons fichiers, les bons dossiers sur lesquels il faut aller récupérer de l'information pour comprendre davantage, avoir du contexte avant d'effectuer une tâche. Mais ce qui est important de faire généralement, c'est d'apporter nous-mêmes du contexte en tant que développeur dans, on va dire, un fichier qui peut être un agent.md, voilà, qui explique un petit peu à un agent quelle est la code base, comment elle doit être utilisée, et puis peut-être dans chaque dossier hyper important de la code base, avoir aussi des fichiers comme ça qui sont là pour expliquer ce qui peut être fait, ce qui doit pas être fait, ce que l'équipe a l'habitude d'utiliser, de faire, etc. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'augmenter finalement l'efficacité de l'agent. Mais c'est vrai que sur des grosses code bases, il y a encore aujourd'hui des difficultés. Jérôme, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est alors moi je fais pas trop la différence entre la capacité d'inférence, il y a une limite d'inférence, et la fenêtre de contexte? La fenêtre de contexte, globalement, c'est la quantité de data qui va être prise en compte pour construire ta réponse. Et les inférences, c'est tous les mécanismes où tu as quelque chose qui prend une décision. Quand tu poses une question à des LLM, tu génères une quantité astronomique d'inférences. Donc forcément, ça limite en fonction de ton hardware, mais ça n'a rien à voir. La fenêtre de contexte, c'est vraiment le point qui peut être bloquant. Si par exemple, tu dis, j'ai la solution miracle, je pousse tout mon code. Moi, j'ai fait le test. J'ai fait avec mon associé, on a développé une application open source de système multi-agent distribué et je l'ai monté, sauf que ça fait plus de 200 000 lignes de code. Et en plus de ça, ça capture pas forcément l'intention. Et en plus de ça, si tu as des pratiques très élevées en termes de paradigme de développement, là aussi, tu as d'autres limites. Par exemple, moi, je suis un gros adepte de Solid. 200 000 lignes de code écrits en Solid, je peux dire que les outils d'IA aujourd'hui, ils font un burk. Ils n'y arrivent pas. Et du coup, Fanny, justement, c'était un peu ton retour d'expérience, c'était que les LLM, ils sont pas forcément... Enfin, sur le JS, c'est très mainstream, il y a beaucoup de code et du coup, le LLM fonctionne bien. Toi, tu es experte sur Jetpack Compose, tu as écrit le livre aux éditions Annie sur le sujet, sur Jetpack. Et forcément, le LLM, il sait moins bien que toi, quoi. Oui, alors je ne sais pas du coup par rapport à Compose si le LLM il sait moins que moi, ou aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de matière qui pourrait le guider sur créer des composants qui sont bien réutilisables, qui appliquent les bonnes pratiques, etc. Là où, mais de mon expérience, moi j'ai fait du JavaScript il y a quelques années, pendant les 3-4 ans, j'en ai refait le mois dernier en utilisant un LLM. Il m'a fait gagner du temps parce que j'avais les concepts et il m'a pré-mâché plein de choses. Et de ce que je voyais, c'était plutôt bien conçu, à part quelques petites mauvaises pratiques de responsive web design. Mais en Compose, moi, ce que je vois, c'est que effectivement, sur Android, en Jetpack Compose, il est pas très bon. Alors, et justement, moi je pensais que c'était parce que la documentation était moins publique, et du coup j'imagine, Jérôme, toi tu fais pas vraiment. En tout cas, sur Compose, le code source, il est open source, les docs sont plutôt bien faites, mais tu peux très bien faire de la merde en fait si tu ne connais pas les principes de conception, et pour autant avoir quelque chose qui fonctionne en apparence. Voilà. Toi, Jérôme, tu as utilisé ChatGPT pour t'aider sur du SAP, parce que les gens ne le savent pas, mais en plus d'être expert IA, tu as fait du SAP pendant tout l'hiver de l'IA, c'est ça? En résumé, j'ai toujours, mais je continue parce que là, je travaille sur du SAP et de l'IA simultanément, parce que je suis quand même freelance là-dessus. Donc, je travaille un peu je m'amuse. Et en fait, j'ai fait des essais aussi bien en ABAP que sur des langages comme le C ou le Lisp, ou même du langage Prolog. Donc, des choses où on a énormément de documentation, et j'ai été étonné par la qualité ce qui était produit. Je faisais des composants d'image processing. J'avais mon vieux bouquin des années 90 là-dessus. Et je peux te dire que j'ai régénéré du code extrêmement rapidement pour faire mes petits binaries qui tournent super vite, beaucoup plus vite qu'avec des langages plus à la mode. Et ça, je l'ai fait, alors que je n'avais pas fait de C depuis plus de 20 ans, je l'ai fait grâce au LLM. Et pour ça, j'avoue que j'ai été bluffé, comme pour l'analyse de code ABAP, quand tu as du code non documenté, rien qu'avec les tickets Jira, plus les LLM, j'ai réussi à reproduire la documentation avec un niveau de qualité qui, franchement, m'a laissé sur les fesses.
J'ai écrit un article sur le blog de Wheel of Death au sujet de la documentation. Et pour l'écrire, j'ai interviewé deux, trois personnes qui sont des professionnels de la documentation technique et utilisateurs. Et clairement, ils m'expliquaient que les LLM, s'ils trouvaient par exemple en parcourant une documentation des exemples de code, ils étaient contents. Par contre, si c'est des exemples de code qui sont outdated ou pas actualisés, ils vont mal orienter l'utilisateur. Et c'est un vrai sujet pour eux de pas laisser des mauvais exemples traîner en production, parce que sinon les LLM les mangent et Ça se vont... gère, hein. Ça Ah se ouais, gère. En fait, ça oui, se gère. complètement. Ma dernière mission, c'était pour une grosse société de services dans le domaine des ECM, des GED. Eh ben, on score tout le fond documentaire pour savoir ce qu'on doit prendre en compte et ce qu'on ne doit pas prendre en compte en fonction de la gouvernance. Et les LLM le permettent. Donc, c'est plutôt l'intégration des LLM, l'industrialisation de ce qu'on va faire, qui va faire qu'on va faire correctement le travail. Pierre-Yves, tu voulais rebondir? Moi, j'ai eu une expérience récente là sur. Je travaillais avec l'API de BotPress. Je ne sais pas si des gens sont familiers avec cette API-là, mais il y avait des divergences assez fortes, hein, de documentation entre différentes versions. Et donc, c'était un peu effectivement le bazar quand j'ai voulu développer mes petits endpoints de mon côté. Et donc, ouais, je pense que c'est super important en amont de préciser à l'IA quelle version on va utiliser. Il y a aussi le contexte 7, qui est aujourd'hui un outil assez intéressant qui peut s'utiliser sous forme de MCP pour aller justement chercher les informations dans les codebases et utiliser les bonnes versions, enfin dans les codebases, dans les documentations, pardon. Donc voilà, il existe aujourd'hui pléthore de solutions pour pas se faire piéger. Ouais. C'est un sujet, les MCP, je voudrais bien qu'on l'explique pour ceux qui ne l'ont pas dans le chat. Mais typiquement, une personne que j'ai interviewée, c'est Pierre Wisla, qui est lead chez Strapi, pour la documentation Strapi. Et m'expliquait qu'une des prochaines évolutions, c'était bien sûr que la documentation, elle soit actionnée sous la forme d'un serveur MCP, pour que directement dans l'IDE, le développeur qui travaille avec Strapi, il puisse poser des questions et avoir accès directement à la documentation en direct et en temps réel, quoi. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un serveur MCP? Ou le protocole MCP? Bon, je n'aurai peut-être pas la définition exacte, mais en gros, c'est un protocole qui a été défini et créé par Anthropic pour permettre à un large language model de communiquer avec un service externe. Et c'est un peu la prise USB-C, finalement, des IA. C'est comment on va pouvoir interfacer et faire communiquer des LLM avec un écosystème d'outils extérieurs. Je ne sais pas si la définition est claire. Non, c'est super cool. C'est ça, mais c'est aussi... Enfin bon, je ne suis pas un grand fan de MCP, donc je vais me taire, mais ok. C'est-à-dire que c'est pas un standard tant que c'est pas devenu un standard non plus, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les MCP qui est autour de l'IA agentique, et même Gartner a descendu l'IA agentique dernièrement, ça fait que le LLM reste central. Donc, c'est d'abord là pour préserver un modèle économique, mais passons, c'est pas le sujet de la conversation. D'accord. On peut utiliser des LLM de manière différente avec ce qu'on appelle des systèmes multi-agents qui reviennent à la mode au fur et à mesure. L'IA agentique, pour moi, c'est juste plus du marketing et une transition avant qu'on revienne sur les masses, les multi-agent systems. Mais voilà. On va conclure la partie 2 avant de passer à la partie 3. Fanny, est-ce que ça peut être la conclusion que tu prends, toi, de ton côté? C'est qu'au final, le meilleur garde-fou, c'est qu'un l'humain garde le contrôle et s'assure que ce qui est fait est bien? C'est exactement ce que je pense. Pour plusieurs raisons, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, moi, je limite mon usage à ChatGPT et vraiment, je lui dis tu fais ça et je garde la maîtrise de où sont les choses. C'est moi qui vais mettre le code, que je réadapte, etc. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime coder, donc j'aime réfléchir à comment je vais modifier les choses, architecturer, etc. Donc, je veux garder de la maîtrise sur ça. Et deuxième raison, je me questionne beaucoup sur les impacts du numérique, de l'IA. Et donc, je me dis, quelle est la limite entre l'usage que j'en fais, les questions que j'en fais, et en même temps, l'énergie que ça me prend moi ou que ça me prendrait à faire une recherche Google, et le temps que ça me fait gagner. Donc, je reste encore sur un entre-deux, sur où je positionne la limite par rapport aussi à ces raisons-là. Ouais. Moi, j'ai une petite remarque à faire quand même. Tu disais l'humain, mais ça dépend de l'humain. Il ne faut pas oublier que l'IA a aussi une fonction assez politiquement incorrecte. Ça veut dire quand tu as des humains qui ne sont pas compétents pour contrôler ça et qui ont déjà dirigé d'autres choses avant, l'IA, elle permet aussi d'identifier ce qui ne marche pas bien. Le paradoxe de l'IA, selon moi,
c'est qu'elle nécessite, au niveau des personnes qui les contrôlent, des gens encore plus compétents que quand on n'avait que des humains à contrôler. Alors ça, on va le ressortira à la partie 4, d'accord? Là, la partie 3, maintenant, ouais, mec, la tech est géniale, hein, mais justement, va pas trop vite sur la partie 3. Alors, le sujet, c'est que honnêtement, donc, déjà, il y a des freelances, quand ils changent de mission, ils arrivent, avant, ils étaient dans une équipe où tout le monde avait des licences GitHub Copilot payées par la boîte, puis maintenant, ils arrivent dans une équipe où c'est no LLM, même poser une question à ChatGPT, c'est bloqué dans la boîte, il y a un contrôleur sur le proxy, tu vois. La question, c'est aussi, moi, j'ai utilisé mon ChatGPT pour travailler plus vite. Est-ce que du coup, mon client, il va vouloir que je baisse mon prix, ces choses-là? Pour ouvrir la conversation, Pierre-Yves, et dans le chat, partagez-moi vos expériences, hein, clairement, on va les prendre. Hein. Pierre-Yves, toi, tu me disais que pour convaincre un client que tu as bien compris son besoin, tu vas essayer de draw le rendu qu'il imagine dans Lovable, c'est ça? Ouais, on en avait parlé un petit peu ensemble, et moi j'ai déjà l'exemple de prospects qui avaient du mal sur lesquels j'avais du mal à les faire avancer sur la signature du devis, et en fait j'ai vibe codé la solution qu'ils souhaitaient développer, je leur ai présenté, ils m'ont dit bah ouais, c'est exactement ça que je veux, let's go, on y va, quoi. Et donc ça peut être un accélérateur finalement pour faire avancer, on va dire, des transactions comme celle-là, mais même en interne dans une équipe, j'en parlais tout à l'heure, des product managers qui vont aller voir leurs équipes en disant voilà, c'est la prochaine fonctionnalité qu'on voudrait développer, c'est celle-là, et d'avoir un débat ensemble autour de quelque chose de concret, palpable, quoi. Et toi, Fanny, tes clients, ils savent que tu utilises ChatGPT en plus? Est-ce qu'il y en a qui vont essayer de négocier pour avoir plus de features ou pour baisser les TGM, tu penses? Non, pas pour baisser les TJM. J'ai des bons clients qui sont honnêtes. Ils le savent, oui et non. Enfin, il n'y a pas eu la discussion parce que je suis dans des petites startups ou des associations, donc il n'y a rien d'officiel où on me limiterait sur mes usages. Je sais que, par exemple, je bosse pour une boîte où on fait de l'IA, donc forcément, enfin, je sais que tout le monde s'en sert. Ça fait partie du produit qu'on développe. Et moi, où là, ça vient m'aider, c'est que je vais produire des fonctionnalités plus rapidement pour eux. Et donc, ça leur apporte de la valeur plus rapidement. Soit on peut faire plus de choses, soit moi, je gagne du temps. J'ai 3 clients en parallèle, donc ils veulent tous que je travaille plus pour eux. Donc, moins de temps je passe pour l'un, et plus je peux le consacrer à un autre et satisfaire le plus de monde. Ou gagner du temps pour moi aussi. Dans le chat, c'est toujours cette anxiété d'avoir le POC qui part en prod, hein. Le POC qui est pas bien fondu, elle revient encore, hein, ça fait plusieurs fois. Mais c'est une question qu'on a abordée un paquet de fois. Jean-Christophe partage le fait que les LLM étaient externes, enfin les LLM externes étaient tous bloqués dans son entreprise. Ça, c'est un sujet, hein, sur la cyber. On a pas mal de RSSI qui font tout pour filtrer, mais en fait, au final, les gens, ils utilisent leur smartphone, ils posent la question à Gemini ou à ChatGPT sur leur téléphone en se déconnectant du réseau si c'est bloqué. Toi, Jérôme, tu dis il faut mettre des LLM on-premise, il faut héberger des modèles on-premise qui aident vraiment les gens? En fait, l'industrialisation est assez simple. Tu mets des LLM on-premise. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher un LLM on-premise que sur le cloud de manière générale, même si tu fais du cloud privatif. Il y a plein de modèles open source qui font très très bien le job, et surtout, toi, tu vas pouvoir intégrer d'office les bonnes pratiques, sorte de prompt système qui va faire que ton code va pas dériver. Surtout qu'actuellement, le problème des LLM, c'est qu'ils évoluent. Et quand ils évoluent, ils évoluent en termes de code généré. Quand tu vois la différence entre GPT-4 et GPT-5, il y a plus d'abstraction. Donc, c'est là où c'est intéressant plutôt d'avoir un système sur lequel on a le contrôle, où on va vous dire, voilà, quels sont les naming conventions, tous ces éléments-là. Et globalement, même si l'investissement hardware peut paraître important, le gain pour les entreprises est absolument hallucinant d'avoir du on-premise. Et en plus, tu n'as pas les aspects qu'on expliquera
dans la fin de la conversation. Sur le... Alors, j'ai une question là-dessus, tu vois, parce que quand je fais de la rédaction ou du travail plus intellectuel, bah, je préfère aussi l'application ChatGPT parce qu'il y a tous les agents, tous les outils qu'il peut y avoir autour du LLM. Par exemple, il va les chercher sur Internet, il va y avoir Canva, il va se rappeler des conversations passées. Enfin, pas plus tard que cette semaine, je lui parle d'une idée de post LinkedIn que je voudrais faire. Il me dit, ah, mais ça, tu m'en as déjà parlé, il connaît déjà toute l'histoire, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, l'outil autour du LLM, il est vachement plus pertinent. Mais c'est vrai que quand j'utilise GitHub Copilot, en vrai, quand je change le modèle que je mets Claude Sonnet 3.5 ou à la place de ChatGPT 4.1, il n'y a pas trop de différence dans le résultat et je perds un peu tous les agents qu'il y a autour du LLM, tu vois, finalement. Donc, est-ce que le LLM on-premise a toujours cette valeur ajoutée que peut avoir l'ensemble de l'écosystème qu'il y a autour du LLM et qui est fourni par l'éditeur, tu vois? Il faut le mettre en place, mais moi j'utilise ça, je conseille ça parce qu'au final, pour plein de raisons, y compris légales et Ouais. de coût, c'est vraiment rentable. Mais ça, c'est mon opinion. Je suis plutôt on-premise et voilà. Chez moi, il fait toujours 28 degrés, c'est pas pour rien. Bah, Inès nous dit qu'elle a un VPS avec un lama qui est installé pour pas avoir de soucis. Bah, voilà. Je sais pas. Fanny et Pierre-Yves, est-ce que c'est pas un poil trop technique d'aller héberger son propre LLM pour travailler quand on est dev et qu'on a juste envie de faire des features, quoi? Moi, je pense que ça dépend de la structure dans laquelle on intervient et les sujets sur lesquels aussi on travaille. Je comprends ce que dit Jérôme, mais je pense que ça fait sens, effectivement, dans plein d'industries et plein d'entreprises d'avoir du on-premise et puis de faire les choses de manière sécurisée avec une gouvernance, etc. Au carré. Bon, quand on travaille avec des startups sur des plus petits projets, sur du pré-product market fit comme moi, bon, des fois, c'est un peu overkill, quoi. Mais, On va rentrer sur là, du coup, ce que je retiens, c'est finalement avoir des modèles on-premise, encadrer la pratique. Finalement, ce que vous me dites, c'est qu'il faut encadrer la pratique pour que ça soit adopté facilement et que tout le monde se sente en sécurité en l'utilisant, quoi. Quitte à avoir des serveurs on-prem ou pas, je ne sais pas quelle sera la solution, ça dépendra effectivement du client à la fin. Sur la question 4, finalement, qu'est-ce que ça va changer sur le métier de développeur? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde pour les développeurs? Est-ce qu'on va vraiment remplacer 90% des développeurs par des LLM? Est-ce que c'est d'abord la fin du monde pour les juniors ou pour les seniors? Et pour répondre à cette question, je voudrais que ce soit Fanny qui commence. Toi, tu me disais, voilà, c'était quoi ton expérience sur le sujet? Tu as reçu des juniors qui ont trop utilisé ChatGPT à l'école, peut-être? C'était ça l'idée de base, l'histoire de base? J'ai formé des étudiants et ils réfléchissaient pas, en fait. Ils écoutaient pas ce qu'on leur disait. Et ils utilisaient directement ChatGPT, donc ils étaient à côté de ta plaque et c'était un peu irritant. Et ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement ceux-là, je pense qu'ils vont être perdus, surtout quand on voit un peu le marché de la tech actuel où c'est plus compliqué de trouver un job qu'il y a quelques années. J'ai peur pour ceux-là, mais après, est-ce que c'est une peur générationnelle? Moi, quand je suis arrivée dans le dev, par exemple, les générations d'avant me disaient: «Ah, mais tu connais pas bien tout ce qui est bas niveau», et ça me semblait archaïque, en fait, comme façon de penser, parce que moi, je faisais du Java, je faisais des choses assez. Pour moi, j'avais pas besoin de connaître ce qu'il y avait en dessous. Et aujourd'hui, je maîtrise pas bien ce qu'il y a en dessous et je m'en porte pas mal. Donc, est-ce que c'est aussi un biais générationnel et finalement, ces nouvelles générations vont construire un nouveau type de développeurs et développeuses, peut-être. Ah, voilà, mais là, tu vois, j'étais en cours, je suis allé en école cette semaine, c'était mardi, donc il y a 2 jours, pour faire animer un CTF avec des étudiants. Un CTF, c'est un exercice de pentest. Et c'est vrai que, une fois qu'on a trouvé qu'il y a une injection SQL, si on ne sait pas faire de SQL, on ne sait pas comment s'échapper de la requête, on ne sait pas faire de jointure, etc. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai déjà eu en entretien des devs Java qui avaient 6-8 ans d'expérience. En fait, ils savent plus faire de SQL, ils savent même plus utiliser JPA parce qu'ils font du microservice et ils ont plus de base de données branchées sur leurs composants. Donc, il y a vraiment, plus on rajoute d'outils, et c'est vrai que le LLM, c'est un gros outil, ça fait qu'on a beaucoup moins de charge mentale, on a besoin de savoir beaucoup moins de choses au quotidien. Je sais pas, Pierre-Yves, tu veux peut-être réagir à ce que j'ai noté le rôle du senior dans l'équipe. On a besoin de plus d'expertise pour pouvoir orchestrer les compétences, tu penses? Oui, moi je pense qu'il faut quand même connaître les bases, c'est-à-dire que c'est super important de
de savoir comment aujourd'hui, si on est sur, je sais pas, le développement d'un site web, comment ça fonctionne, quels sont les langages derrière qui sont utilisés. Donc c'est des couches d'abstraction qui te rendent la vie plus facile, mais il faut quand même que... Et tu peux utiliser finalement le LLM pour t'aider à comprendre un petit peu comment, sous le capot, ça fonctionne, parce que tu peux interagir avec lui, tu peux lui poser des questions, tu peux faire comme si tu faisais du peer programming, tu vois. Ah ok, t'as fait ça, pourquoi tu fais ça comme ça? Moi j'aurais plutôt fait ça comme ça. Ah d'accord. Et c'est super intéressant. Ça peut faire gagner des semaines voire même des mois à des juniors pour progresser sur des technos, quoi. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, quoi. C'est... Ah, Jérôme, vas-y, tu veux réagir? Il y a trop de pilotes dans l'avion. Non, en fait, j'avais 2 remarques à faire. D'abord, les LLM, tous ces outils-là sont intéressants pour faire l'informatique qu'on faisait avant. Par contre, le fait qu'elles nous permettent d'aller plus loin, plus vite, nous permet aussi de pouvoir développer des choses nouvelles qui ne seront pas couvertes par les LLM. Il y a un effet de levier et de marche. Donc, il y a un changement d'environnement. Est-ce que les juniors sont menacés? En fait, à mon avis, il y a une tendance à cliver fortement la population junior. Certains vont utiliser les LLM pour aller plus loin, pour progresser plus rapidement, et d'autres vont utiliser les LLM pour faire moins d'efforts. Honnêtement, cette seconde population qui a tendance à être majoritaire dans les juniors, pour moi, elle signe un peu la branche sur laquelle elle est assise, parce que ça veut dire qu'elle sera aussi celle qui sera plus facilement remplaçable par des LLM automatiquement. Et pour moi, c'est un problème. Le message qu'il faut faire passer, c'est que le métier de senior à junior a changé. Moi, en tant que senior, maintenant, je fais des trucs tout seul au lieu de les demander à des juniors. C'est vrai. Par contre, faut voir aussi que quand tu as un junior qui utilise les LLM pour aller plus loin, pour faire des choses et progresser sur d'autres types de skills qui sont moins microscopiques et plus systémiques, là, il y a de la vraie valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'en termes de développement, le métier de développeur évolue, change, mais va pas du tout disparaître parce qu'on va créer un univers qui sera beaucoup plus complexe. Pour l'instant, on essaie de faire ce qu'on faisait avant avec les LLM, mais les LLM vont nous permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et là, ça reste du métier de développement. Pierre-Yves, on est d'accord que ça va changer, il va y avoir une vague dans les DSI, quand ils vont absorber les outils, ça va changer le nombre de développeurs qu'il y a sur les projets, ça va vraiment avoir un impact sur le marché de l'emploi. Moi, j'ai l'impression que ça va être en 2026. Toi, tu as l'impression que c'est plutôt plus tard? Non, ça va arriver assez vite. Moi, je pense qu'effectivement, la notion de développeur, où on est vraiment sur j'écris mes lignes de code, je suis sur de la syntaxe, pour moi, effectivement, ça va évoluer assez vite, et donc on va être amené à peut-être revoir finalement le terme codeur, développeur, pour aller plus dans une nomenclature peut-être produit, en essayant de plus résoudre des problèmes finalement de l'entreprise ou des besoins business. C'est un petit peu moi la vision que j'ai de l'évolution du mode de développement, du développement de manière générale. Mais je vois que Jérôme hoche un peu la tête, donc il est peut-être attends, avant que Jérôme tue le débat, Fanny, est-ce que tu veux réagir, parce que on va conclure très vite après. Mais moi, j'ai envie d'entendre Jérôme. Désolé. Vas-y, Jérôme. Je vais être court. En fait, ce qui me fait un peu sourire, c'est que ça fait 30 ans que je bosse, un peu plus de 30 ans, et que ça fait régulièrement, j'entends cette histoire-là. Et en fait, le métier de développeur évolue, mais le no-code, on me disait déjà ça il y a 30 ans. On voit l'IA agentique, ça ressemble fortement à du workflow, à d'autres outils qui existaient avant. Je pense qu'il y a une transformation du métier, des évolutions, mais je pense surtout que, on ne sait pas vers où on va réellement, et que globalement, le plus probable, c'est que ça évolue sans grand changement. Il y aura juste dans l'étape de transition technologique qui va avoir de la friction, mais après, on va créer une nouvelle culture de développement. Mais entre les gens du métier et l'ordinateur, on aura toujours besoin de quelque chose qu'on appellera un développeur. Et accessoirement, on l'a vu avec le no-code, où il y a 2 ans, on n'arrêtait pas de crier no-code, no-code, no-code. Quand on voit les retours d'expérience, ils ne sont pas si bons que ça. On va assister à la même chose au LLM, et finalement, les développeurs, on doit évoluer, mais le métier reste là. Dans la pré-interview, Jérôme, ce que tu m'as dit, c'est qu'au final, le code legacy, c'est quand même 90% du code dans la DSI, et les humains ont déjà du mal à le comprendre. Du coup, un LLM avec un contexte limité, il n'arrive pas à le prendre. Est-ce que, en vrai, en sécurité informatique ou en coding, le problème et la solution se trouvent entre le clavier et la chaise. Ça n'a pas bougé, ça.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que l'obstacle là, au fait de remplacer les développeurs depuis toujours, ça a toujours été cette grosse base de code immaintenable parce que les besoins changent tout le temps et parce qu'on met pas assez de moyens sur l'informatique, quoi. Non, non, parce qu'on met énormément de moyens sur le cloud, sur les licences, et est-ce qu'on met autant de moyens sur les développeurs? Non, on a des modèles qui valorisent pas les très bons développeurs d'un point de vue rémunération, déjà à la base. Et de toute manière, on a toujours besoin de développeurs, parce que le développeur, son métier, c'est pas que le coding, Ouais. c'est aussi comprendre le métier, interfacer, faire office de médiation entre l'infrastructure, les programmes, les exécutables qu'on a besoin. Tu sais, si déjà on réfléchissait un peu mieux à l'architecture, à certaines pratiques, on pourrait diviser par 2 le nombre de développeurs. On a besoin de développeurs pour faire face à l'entropie des systèmes d'information des entreprises. Ouais. Super L'entropie, clair. bordel. Est-ce que quelqu'un veut contredire ou compléter Jérôme? Parce que ça va être l'heure de conclure et il est vraiment 50, on a répondu toutes les questions, le chat est en train de partir manger, quoi. Bon, ce que je retiens de cet événement sur le vibe coding, hein, c'est que il faut pas perdre la main. L'IA, c'est les outils IA, c'est pas une béquille. On n'est pas censé laisser notre cerveau de côté et laisser piloter ChatGPT. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'aller plus vite. Effectivement, il y a une entropie qui est générée, il y a de plus en plus de code qui est produit, donc il y aura toujours besoin de développeurs pour gérer le fait que le SI part dans tous les sens. C'est une réponse qu'on peut garder. Et je pense aussi, hein, je pense que c'est un peu le consensus que vous allez avoir, c'est que si on nous donne des outils pour être plus productif, on va nous demander plus de code et du coup il y aura besoin encore plus d'entropie. Est-ce qu'on est tous sur cette vibe-là à la fin? Oui, on peut. Très bien. Vincent nous dit le vibe coding c'est le nouveau no-code. Ouais, je sais pas, voilà, c'est l'ambiance. En tout cas, c'est chouette, il va y avoir plein de changements. Jérôme a l'air si convaincu. Jérôme a l'air convaincu, ouais. Bon, ok. Nous dit Cass en commentaire. Écoutez, merci beaucoup pour le débat. En tout cas, le chat a été super dynamique. Le sujet vous a bien embarqué. Dans le prochain webinaire sur la chaîne In-Situ, on va plutôt parler de comment l'entreprise apprend. On sera beaucoup plus beaucoup plus ouvert aux non-développeurs sur le prochain webinaire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne In-Situ. Merci aux invités qui étaient là aujourd'hui. Pensez à suivre nos invités, bien sûr. Il y a la chaîne de YouTube de Jérôme. Il y a aussi le Meetup lillois sur le no-code qui est animé par Pierre-Yves. Et Fanny, il faut la suivre sur LinkedIn. Elle fait plein de choses chouettes. Voilà. Elle écrit des livres notamment. Donc pensez à suivre les invités. Et puis merci beaucoup. Est-ce que c'était cool? On est cool. Merci. Très cool. Merci Damien, merci les invités, faut pas fermer la fenêtre trop vite le temps que votre enregistrement local il se charge. Et je lance le générique. À bientôt. Ciao à tous. Salut. Salut.